Un plateau, deux invités seuls devant les caméras. Ils sont là pour mener un débat exactement comme ils le veulent. Premier invité, qui êtes-vous ? Je suis Laurent Chevalier, je travaille au service de physique des particules du CEA à Saclay et je suis engagé sur une expérience de physique des particules près de Genève, à 100 mètres sous terre, où nous allons faire des mesures pour essayer de mieux comprendre l'univers. Même question, pouvez-vous vous présenter ? Je suis Jean Iliopoulos, directeur de recherche émérite au CNRS et je travaille au laboratoire de physique théorique de l'École normale supérieure. Je m'intéresse à la physique de hautes énergies, ce qui est une autre façon de dire la physique des particules élémentaires, des constituants élémentaires de la matière. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour vous exprimer et vous écouter. Allez, c'est parti. Le boson de Higgs, Graal des physiciens, point d'interrogation. Ce titre ne me plaît pas beaucoup, à cause de ses connotations religieuses en particulier. Je fais de la science, on essaye de comprendre un peu l'univers. Et en particulier, actuellement, on est en train de faire des mesures au CERN à Genève, où on devrait, dans les semaines, peut-être les mois à venir, peut-être observer cet objet. Vous pourrez peut-être nous en dire un mot. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'aime pas le titre non plus, parce que ça a l'air de donner, mis à part la connotation religieuse, un peu la connotation d'un but ultime. C'est la fin, on cherche ça depuis toujours, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est plutôt, je dirais, je poserai la question d'une autre façon. Pour moi, la recherche de cet objet, de cette particule, c'est la recherche d'un mécanisme qui a généré la masse dans l'univers. La question serait pourquoi la plupart des particules qu'on connaît sont massives. Je dis l'image que nous avons tous de l'évolution de l'univers, c'est qu'il y a eu quelque chose comme un Big Bang, peut-être pas tout à fait ce qu'on pense, mais quelque chose de ce genre, voilà. Et que donc l'univers a passé par un stade où très chaud, la température était très élevée, la densité était très grande, etc. Et après, au cours de l'expansion, il s'est mis à se refroidir. Alors, la question, c'est pourquoi on pense qu'il y a eu un moment précis où une partie de cette énergie qui était emmagasinée s'est transformée en masse, selon la fameuse formule d'Einstein, E égale mc². Et pour moi, cette recherche, c'est la recherche de ces mécanismes. On va observer normalement cet instant, parce qu'avec les expériences au CERN, l'accélérateur Large Hadron Collider, on devrait être capable de reproduire les mêmes densités et températures qui ont eu lieu au moment du Big Bang, à 10-12 secondes après le Big Bang. Avec ces températures et cette pression, on devrait peut-être observer cet objet dans les quelques mois qui viennent, quelques semaines qui viennent. Et j'espère que vous allez le faire, parce que ce sera vraiment un moment extraordinaire dans la recherche de particules élémentaires. J'espère aussi. L'indispensable boson, on peut dire un mot sur les bosons, sur ce qu'ils sont? C'est tout simplement, sans entrer dans le détail, il y a deux sortes de particules dans l'univers, dans la matière. Il y a les bosons, qui sont comme le photon, et il y a les fermions. Les fermions sont les constituants vraiment de la matière, comme par exemple l'électron, le proton, etc. Alors, juste un mot sur, entre bosons et fermions, deux catégories de particules différentes qu'on essaye d'observer. De mon point de vue, on essaye de comprendre les forces dans la nature. On observe 4 forces. Bon, il y en a une, on peut faire que de l'astrophysique avec, c'est la gravitation, mais les 3 autres, on peut faire quelque chose, on peut faire des mesures. Et ce boson de Higgs, cette particule de Higgs, a quand même un caractère un peu spécifique, enfin bien précis, sur le sens où elle permet l'unification des 3 autres forces
que l'on connaît. Alors, il y en a qui sont très connus, l'électromagnétisme, tout le monde a un téléphone portable. Oui, tout à fait. L'interaction faible, c'est la désintégration. Tout à fait, vous avez raison. C'était justement une construction théorique qui a eu lieu il y a plusieurs années, mais que maintenant on est en train vraiment de vérifier dans des détails assez précis. Une cinquantaine d'années, la publication. C'était, je peux même vous dire les dates exactes, puisque moi j'y étais. Le mécanisme a été proposé d'abord par Braut et Engler à Bruxelles et Higgs à Edinburgh, en Écosse, et c'était en 1964. À l'époque, la technologie ne permettrait de faire ni l'accélérateur, ni le détecteur, d'étudier les données, ni d'analyser les données, rien. Il fallait faire avancer la technique dans tous les domaines, d'au moins un facteur 10. Enfin, aujourd'hui, on dispose de ce microscope, ce gros microscope, 27 km de long, et ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'observer cette particule de Higgs. À Genève, ça pose quand même quelques petits problèmes techniques parce que on ne peut pas l'observer aussi simplement qu'avec un papier et un crayon. On est obligé de faire des milliards de collisions. Donc on fait des collisions très souvent avec des grandes quantités de... J'aime pas tellement le terme de collision, je préfère interaction parce que à ce niveau de... Mais c'est quand même de collision, il y a des protons qui viennent, qui se tapent, qui se croisent plus ou moins, et qui finissent par produire des... Oui, je voulais parler de la signature du boson de Higgs, savoir comment on le reconnaît. Oui. Il y a plusieurs façons de reconnaître le boson de Higgs. Moi, je travaille sur une des signatures qui est très propre. Il n'y a pas de bruit de fond. S'il existe, on devrait le voir très clairement. Il faut qu'on essaye de reconnaître, de trouver cette particule, en tout cas, d'en trouver un certain nombre, parce que notre monde est probabiliste, donc il faut un certain nombre pour être sûr qu'on l'observe. Alors après, est-ce qu'elle est indispensable ? Indispensable, ça dépend du sens du mot. Oui, dans notre compréhension de la structure de la matière, comme on la connaît aujourd'hui, on a besoin de cette particule parce que c'est le mécanisme, sinon toutes les particules auraient des masses nulles. Le mécanisme de cette création de masse qu'on avait dit, du Big Bang, c'est comme ce qu'on appelle en physique la transition de phase. Voilà. Alors une transition de phase, pour faire simple, c'est l'eau qui est liquide, et lorsqu'on va à des températures plus basses, moins que 0 degré, deviennent solides. Donc, c'est la même matière, c'est de l'eau, dans les deux cas, mais d'un côté, c'est liquide, de l'autre côté, c'est solide. Donc, il y a une transition de phase, il y a quelque chose qui change. Et nous pensons que vraiment, il y a eu une telle transition de phase dans 10 puissance moins... Dans l'histoire de l'univers. Dans l'histoire de l'univers, qui a passé là... l'univers de l'état où il n'y avait que de la radiation, sans masse, à un état où il y a des particules massives. C'est toujours le même univers, mais deux phases différentes. Et le Higgs, c'est la signature de cette transition. Ce n'est pas une particule parmi des tas d'autres. C'est la signature de cette transition de phase. Si on le trouve, si vous le trouvez, et si vous arrivez à étudier ces propriétés, ce qui n'est pas demain la veille, parce que c'est difficile, mais enfin, disons, c'est un programme sur le temps. À ce moment-là, nous espérons que nous aurons compris ce mécanisme. Disons qu'on a une certaine volonté de comprendre la nature. On observe des choses dans la nature. Oui. Alors on observe que les particules ont des masses. Et il se trouve qu'au cours des 50 dernières années, il y a eu de grands pas faits dans la compréhension de la nature, à travers la compréhension des forces et des interactions des forces avec la matière, et que sans ce mécanisme de Higgs, sans cette particule qu'on recherche actuellement au CERN, il nous manque quelque chose pour comprendre les masses des objets
qu'on peut mesurer. Exactement. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est exactement le mécanisme, c'est la signature de ce mécanisme. Il ne faut pas le voir comme une particule. Il faut voir justement comme une signature d'un mécanisme qu'on ne connaît pas toujours d'ailleurs. Je parlais tout à l'heure de la transition liquide-solide. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout dans cette transition. On comprend l'essentiel. Disons que, en ce qui concerne le mécanisme de Higgs, c'est que l'idée est quand même de comprendre l'histoire de l'univers. Le mécanisme de Higgs, ça nous amène à 10 secondes après le Big Bang. Mais en fait, c'est une marche de l'escalier. C'est-à-dire qu'on veut monter cette marche, observer le Higgs, se dire j'ai partiellement compris la génération des masses, enfin la façon dont on donne des masses aux objets. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? J'essaye de remonter encore plus loin dans le temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a 10-100 secondes, pratiquement au moment du Big Bang. J'ai besoin à un moment donné d'avoir ce mécanisme en présence, cette unification des forces pour être capable d'aller un tout petit peu plus loin. C'est juste. Ça veut dire vraiment, si on n'arrive pas à... Si on ne trouve pas cette particule... Je suis au chômage. Non, parce qu'on trouvera autre chose. Ce qu'il y a, si exactement. C'est qu'on sait, justement, grâce à votre travail à l'accélérateur précédent, qui était le LEP, on sait que quelque chose de fondamental se trouve doit se passer maintenant, aux énergies qu'on atteint. Donc, la particule de Higgs, c'est la paramétrisation la plus simple, c'est l'image la plus simple qu'on a de cette réalité qui pourrait être plus compliquée. Qui est sûrement plus compliquée. Parce que sûrement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que la nature est simple, après tout. Non, parce que le mécanisme de Higgs, actuellement sur l'expérience Atlas au CERN, évidemment, on recherche la signature de cet objet, de cette particule de Higgs, mais on ne fait pas que ça. Et en particulier, on recherche des objets qu'on appelle supersymétriques, parce que le mécanisme de Higgs est indispensable pour résoudre un tas de problèmes jusqu'à la température à laquelle on travaille, mais génère un certain nombre de problèmes qui sont quasi rédhibitoires pour expliquer ce qui a pu se passer avant. Oui, ça c'est tout à fait correct ce que vous dites. La structure de la théorie est telle que la théorie est incohérente sans la particule de Higgs, parce qu'on n'arrive pas à faire ce mécanisme de masse, mais d'un autre côté, la particule de Higgs toute seule est instable s'il n'y a pas autre chose. Instable pas dans le sens qu'elle se désintègre, parce que ça, c'est toutes les particules de cette masse-là se désintègrent, mais instable théoriquement. Ça veut dire que la théorie ne sera pas complète. Le problème de la théorie, c'est qu'elle est valide jusqu'à une certaine température, jusqu'à un certain temps dans le passé. Oui. Mais si j'augmente la température, en fait, j'augmente la température de l'énergie. Et on ne peut pas ne pas l'augmenter, parce qu'après tout, l'univers, c'est comme ça. Souvent, j'utilise une analogie entre la mécanique classique newtonienne, que tout le monde utilise tous les jours, TGV, les avions, les voitures, le boulanger, et la relativité générale, qui structure plutôt la façon dont on comprend l'univers, les galaxies, les amas de galaxies. Donc en fait, la relativité générale, c'est une surstructure, c'est une généralisation de la mécanique classique. Donc j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, avec le mécanisme de Higgs, on arrive à une théorie qui est cohérente, prédictive. C'est très important, c'est qu'elle soit prédictive. Tout à fait. C'est super important pour être capable de faire des mesures. On doit avoir des théories qui nous permettent de prédire des choses, et ensuite les théoriciens prédisent et les expérimentateurs mesurent. Quand on a un raisonnable accord entre les deux, on peut considérer qu'on se trompe moyennement, pas trop. Donc on a une théorie qui est prédictive, mais qui est incomplète, et donc maintenant, l'étape suivante, c'est de voir s'il n'y a pas une théorie plus générale qui englobe, telle la relativité générale, la mécanique classique, mais qui en même temps nous dit plus sur l'univers et sur la façon dont il a pu évoluer. Au moins, dans toute l'histoire de la science, c'est comme ça qu'on a procédé. On avait une théorie qui expliquait les phénomènes qu'on observait, et dès qu'on essayait d'aller à
à une autre échelle, soit de distance, soit d'énergie. Ouais. On trouvait qu'il fallait une théorie plus générale qui contenait l'ancienne. Ce n'est pas que l'ancienne était fausse. Oui, j'ai lu, il y a une espèce de résumé de l'histoire de la physique dans lequel on voit toutes les forces que les gens ont pu supposer exister. Le magnétisme, l'électricité, le déplacement des planètes, les pommes qui tombent des arbres, etc. Et puis, en fait, à force de réflexion et de mesure, parce que c'est une espèce d'aller-retour permanent, on s'est aperçu que en fait, les planètes se déplaçaient comme les pommes qui tombaient, c'était la même raison, que le magnétisme et l'électricité, c'était la même chose. Donc on est un petit peu à un carrefour aujourd'hui avec notre mesure. On sait que l'électromagnétisme et une autre interaction sont en fait à l'origine une seule et même force. Et le problème, c'est qu'on essaye de comprendre un tout petit peu plus loin, et là, le mécanisme de Higgs pose problème. Enfin, c'est pas aussi simple, génère des problèmes. Oui, cette idée d'unification a été toujours au centre de démarches scientifiques. On essayait toujours de réduire la variété de phénomènes qu'on observe à un petit nombre de principes et de lois. Et ça marche, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Expérimentalement et historiquement, ça marche. Si la nature est prolifique en forme, en objets, elle est très économe en lois fondamentales. En fait, non, justement. Ce n'est pas la fin, c'est une étape. Chaque fois en science, chaque fois qu'on fait un progrès, chaque fois qu'on... des portes. Exactement. Chaque fois qu'on répond à une question, cette question, cette réponse pose de nouvelles questions. Et c'est comme ça que la science avance. Et justement, les gens de ma génération vont voir la fin de leur aventure. Et ce sera le début des aventures de gens qui sont plus jeunes, comme vous. Il faut souligner le point quand même, c'est le LHC, le Large Hadron Collider, fonctionnant à Genève, dans lequel on fait ces collisions à très haute température pour essayer d'observer cette particule, a quand même été spécifiquement pensé pour observer ce mécanisme de Higgs et cette particule. Donc c'est vrai que la construction c'est quand même une étape importante. Mais, oui, mais il a été construit pour peut-être voir d'autres choses. Mais pas seulement peut-être. Vous avez dit tout à l'heure que le LHC, c'est un microscope. C'est le microscope le plus puissant jamais construit par l'homme. Un microscope est fait pour voir plus petit. Donc en fait, on va voir tout ce qui se trouve dans cette distance. Ce microscope, en gros, sera, disons, 10 fois plus puissant, ordre de grandeur, que le microscope précédent. Et donc, on espère voir des choses qui sont 10 fois plus petites. Disons que ce qu'on espère voir au LHC, en particulier, enfin, pas mal de gens espèrent voir ça, c'est ce qu'on appelle de nouvelles particules, les particules supersymétriques, encore jamais observées. L'intérêt de ça est principalement pour essayer de nous connecter aux observations de l'univers, c'est-à-dire qu'on espère voir des particules massives, mais qu'on ne voit pas naturellement et qui pourraient être responsables de 25% de la masse de l'univers. Oui, c'est ça qu'on appelle la matière noire. La matière noire. Moi, je suis intéressé également par la compréhension telle que les astrophysiciens la perçoivent, à travers la matière noire, l'énergie noire. Il me semble que le LHC, avec son potentiel de découverte, par exemple, des dimensions supplémentaires, il y a des modèles, des théories, qui me plaisent beaucoup parce que c'est proche de la science-fiction et que j'adore ça, qui prédisent l'existence de dimensions supplémentaires spatiales, une 5e, 6e, peut-être 9 dimensions spatiales, ou 10 dimensions. Même 10 dimensions spatiales. Et on n'a jamais 2 dimensions de temps. Non, on a une seule dimension de temps, oui. Si on a 2 dimensions dans le temps, on pourrait imaginer des courbes fermées, un cercle dans le temps, où on revient. Pas mal, non? Non, mais ce n'est pas possible. Okay, ce serait formidable. Moi, ça me permettrait de devenir jeune de nouveau. Mais ça ne marche pas. Enfin, ces dimensions supplémentaires, on les regarde au LHC. Il y a
j'ai de nombreux collègues qui cherchent des signatures, au lieu de chercher la signature du boson de Higgs, de la particule de Higgs, il y a des signatures qui sont différentes, qui correspondraient à l'existence de dimensions supplémentaires, oui, tout à fait. Et qui permettraient de... je dirais que le problème de la physique des particules aujourd'hui, c'est qu'on a une description de la nature qui est quand même assez impressionnante. Il y a certains calculs qui montrent qu'on est capable de calculer et de mesurer à 11 chiffres après la virgule la même chose. Donc c'est très impressionnant, mais quand même qui ne prend pas en compte la gravitation et l'univers des étoiles. Les astrophysiciens, eux, font des mesures d'enfer aussi, sont capables de nous raconter l'histoire de l'univers d'une manière différente, mais on n'est quand même pas tout à fait en phase. Disons que le LHC devrait nous permettre de faire un lien, peut-être, soit à travers la découverte de la supersymétrie, donc de particules qui appartiendraient à ce qu'on appelle l'énergie noire, observée tous les jours par les astrophysiciens. Donc ça devrait nous permettre de réunir deux domaines qui semblent totalement, je dirais, orthogonales. Un, c'est l'infiniment petit, ce qu'on fait au LHC. L'autre, c'est l'infiniment grand. C'est la façon dont je regarde dans un télescope l'univers. Et donc, soit à travers la supersymétrie, la matière noire, soit à travers les dimensions supplémentaires, peut-être essayer de réunir, en fait, encore une fois, d'unifier. En fait, ce n'est pas tellement contradictoire. D'abord, on regarde le même univers, donc ça ne peut pas être contradictoire. C'est vrai que les instruments sont différents, microscope d'un côté, télescope de l'autre, mais en fait, on regarde la même chose. Et bon, une image que moi j'aime là-dessus, c'est pour les dimensions supplémentaires, justement. Prenons un plan. La table. Imaginez-le, c'est indéfiniment. Prenons un cylindre. D'accord? Et prenons une sphère. Tous les trois sont ce qu'on appelle en mathématiques des surfaces bidimensionnelles. Sont deux dimensions. Le plan, le cylindre, la surface du cylindre et la surface de la sphère. Quelle est la différence? Pour le plan, les deux dimensions s'étendent de moins infini à plus infini, à jamais. Pour le cylindre, il y a une dimension qui va à l'infini, mais il y a l'autre qui est compacte, c'est un cercle. Pour la sphère, les deux sont compacts. Imaginez un observateur qui nous regarde de loin, un martien, et qui a un pouvoir de résolution qui n'est pas terrible. Il peut voir quelque chose, mais pas. Alors, il voit bien le plan, mais pour le cylindre, il perd une dimension, parce qu'il le prend comme une ligne qui a une dimension, et pour la sphère, il perd deux dimensions. Donc, peut-être que nous sommes comme lui. On n'a pas un microscope assez puissant, donc on peut imaginer qu'il existe que notre espace est plus... Qu'est-ce que c'est qu'un cylindre? C'est une ligne, mais à chaque point de la ligne, il y a un petit cercle. D'accord? Peut-être que c'est comme ça qu'il faut un peu d'abstraction et d'imagination. Mais imaginez, à chaque point de notre espace à trois dimensions, partout, qu'il existe un petit cercle. Une quatrième dimension, mais qui est un petit cercle. Si le cercle est suffisamment petit, on ne le voit pas. Donc nous, on croit qu'on vit dans un espace à trois dimensions, mais en fait, il y en a quatre. Et le LHC, qui est un microscope, si par chance... On est suffisamment haut en énergie. Donc si par chance on est la dimension de ce cercle, c'est moins que bien 10 puissance moins 17 cm, enfin voilà la résolution du LHC, mais on le verra. Voilà. Alors, moi, j'espère bien, parce que ce serait quand même... Ce serait une découverte absolument sensationnelle. Encore plus majeure que Higgs. Bien sûr, beaucoup plus. Mais de notre côté, la probabilité est faible, parce qu'il faut que la dimension supplémentaire tombe juste au pouvoir de résolution du LHC. Bonne question. De mon point de vue d'expérimentateur, le nouveau monde en perspective, il va falloir faire des mesures encore plus compliquées à plus haute énergie. Ça va prendre plus de temps. Techniquement, ça va être plus compliqué. En fait, moi, j'ai toujours confiance en l'ingéniosité humaine. Si on voulait voir ce nouveau monde, on suppose qu'on soit capable d'aller
interroger, observer la structure des quarks, aller encore plus petit, plus loin. Ça correspond forcément à une augmentation de l'énergie disponible pour faire ces observations. Par exemple, moi je travaille sur une expérience qui s'appelle Atlas. Elle fait 45 mètres de long et 20 mètres de diamètre. La raison essentielle de cette taille, c'est qu'on ne sait pas faire des champs magnétiques très intenses. Donc on fait un champ magnétique qui est déjà assez élevé, à peu près la moitié de celui dans une IRM, mais on est obligé de le faire très grand, parce que ce qui compte, c'est pas le champ magnétique, c'est la déflexion des particules chargées. Donc il faut quand même qu'il y ait un saut technologique important si on veut aller plus loin dans l'étude des structures internes aux particules élémentaires. Mais c'est un peu aussi la partie fascinante de votre travail. C'est justement de faire pousser la technologie, d'inventer de nouveaux... Probablement, les accélérateurs de demain ne seront probablement pas circulaires. C'est probablement le LHC, ce sera le dinosaure de cyclotrons, et que les nouveaux seront linéaires avec des champs justement beaucoup plus intenses, avec des technologies que pour l'instant on ne maîtrise que parfaitement. Donc, il me semble quand même que ces études sur, par exemple, la recherche du Higgs, du mécanisme du Higgs, de la compréhension profonde de la nature dans laquelle on vit, réussit à fédérer tous les gens sur Terre. Tous les gens sur Terre sont prêts à participer financièrement, sont prêts à participer physiquement, intellectuellement, et donc quand même même si c'est vrai en découvrant le Higgs, en observant ce Higgs, on va faire un grand pas en termes de compréhension de la nature et de l'univers. Le côté sociologique, le fait qu'on ait réussi à mettre ensemble des gens qui sont... Moi, je travaille avec des Israéliens, des Pakistanais, tous en même temps. La religion n'intervient pas. Ces gens-là sont... C'est très important. Ils ont tous cette façon commune de penser. Une façon commune de penser, mais aussi un peu quelque chose que je dirais qui va au-delà de tout simplement une façon commune. Un idéal commun de comprendre la nature, qui est vraiment un idéal, c'est pas de comprendre la nature. Donc le nouveau monde, ce ne sera pas uniquement un nouveau monde sur la structure de la matière, qui vont certainement évoluer énormément, mais aussi une nouvelle forme de coopération internationale. Un gros avantage pour moi, c'est qu'on arrive à apporter des façons de penser différentes, des cultures différentes, et que ça peut être que favorable à une nouvelle interprétation ou une nouvelle compréhension de l'univers dans lequel on vit. C'est quand même une richesse intellectuelle, cette communauté de travail autour de la physique des particules. C'est déjà fini, bravo et merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat. 2 invités dans ce même plateau, rien que pour eux.